Alors, moi, mon livre s'appelle Racine Carougne. Ça parle de géologie et de nombre, de sensations, de dénivelé, de terrestreté. Comme c'est le mot qu'a inventé Kenneth White, je ne dis pas que je fais de la géopoétique, mais il y a peut-être cet intérêt certain pour ce sentiment d'appartenance à cette terre, mais qui est faite aussi de formes, qui est faite de bruit, de symétrie incroyable, d'histoire, de légendes. Il y a plein de manières. Alors peut-être... Bon, je ne vais pas m'engager à parler comme ça pendant des heures, sinon... C'est juste, je me rappelle une anecdote dans un livre... Je ne me rappelle plus l'auteur, il est très connu, il fait aussi une sorte de géopoétique. Il disait que voilà le regard, vraiment l'appréciation d'une chose changeait quand on connaît peut-être l'intérieur de cette chose. Là, il parlait à propos, c'était sur le corps humain, et il disait avoir fait des études d'anatomie et que son regard avait complètement changé, son appréciation, son approche, même sa sensation, la sensation physique avait changé avec une autre connaissance. Et je trouve que par exemple lorsqu'on fait des traversées, quand on traverse des lieux, lorsqu'on commence à en connaître l'histoire, les formations, quand on commence à découvrir ce que c'est une région karstique, comment les événements s'écroulent, comment l'orogénèse, comment les arbres ont été importés, les ours, les langues, eh ben, je trouve que ça nous fait aussi acquérir une autre sensation lors de la marche et après pendant l'écriture. En Savère. La montagne écrase, impossible d'écrire. Il faudrait trouver un mot qui pèse 100 milliards de tonnes pour commencer le poème. Un mot qui fasse beaucoup de bruit, comme le vent autour du refuge d'Ayous. Il faudrait, pour entrer dans le terrain du poème pyrénéen, une phrase avec 35 chèvres noires, des béarnaises à cornes x10. On aurait alors un grand troupeau de cloches. Ainsi peut-être que le son serait suffisamment terrible pour imaginer une langue aussi dure que les pierres tombées dans le paysage que la récente érosion a rendue grise. Pour appréhender la beauté brute de la montagne, il faut attraper le rhume. C'est impossible à saisir simplement comme ça au passage. Il n'y a pas assez d'oxygène. Ses habitudes sont âpres, indocile, insensé, doit penser le pasteur ou la vache alpine implantée là pour sa tendance crémeuse. Insensé, doit penser le berger, le guide, devant la flânerie du poète ému par une forme sensible, un phonème traînant la patte dans les pentes à la recherche d'un filon, d'un indice qui ouvrirait sa carte à lui, son altitude manuscrite en écho à la violence, à la dureté, à la puissance d'une montagne qui l'écrase, le réduit à une toute petite chose fragile qui prend froid, qui s'incline. Pierre n'arrête pas de demander à Philippe s'il a bien la carte. Je me demande qui a la mienne et pourquoi les Pyrénées m'appellent autant qu'elles me rejettent. Je reconnais l'épicéa. Je sais par Signol qu'il s'arrache vite dans les tempêtes. On l'a introduit ici, importé comme le latin, comme les hommes, comme l'ours. Il paraît que l'aiguille dans sa berre est faite de calcaire, que le calcaire ce sont des organismes marins et de la silice, des ossements fossiles remontés à la surface. Je me dis qu'à la longue, les migrants au fond de la mer deviendront à leur tour montagne et qu'on les regardera de loin pousser vers le ciel. Un mouvement continu brasse la terre. Whitman écrit que l'herbe, c'est peut-être les cheveux des morts. Il y a tant de monde en dessous qu'au bout d'un moment, ils refluent. Ils sont dans les arbres, dans le lierre, la roche. C'est pour ça aussi que la nature nous est si familière.
Quand on marche sur la croûte terrestre, on est séduit par la circulation végétale, on ne voit pas les traces. On oublie ce qui se passe, ce qui s'est passé. Pourtant, il y a eu collision, affrontement, enchevêtrement des couches. Les plaques lithosphériques se sont écartées puis rencontrées. Il y a eu rencontre. Je me demande comment le relief des corps garde la trace de l'humanité. Si on peut s'enfoncer dans un mot pour assister à sa naissance, comme pour les étoiles, comme pour les montagnes, si on peut le passer au carbone 14, il paraît qu'en prononçant le premier nom d'une chose, on est lié à elle pour toujours. Voilà pourquoi sans doute le baptême, voilà pourquoi la langue, le poème. À un moment, près de la cabane de Pédin, un feu miniature étreint les herbes sèches, les talus, les chèvres. Je sors de la pangée hercynienne, brise sifflante, et me laisse envahir par ces incendies de contours. C'est la toison d'or, c'est Médée, c'est Chazon, c'est la Colchide. Le nez busqué des béarnaises cornues brille, le vent va par là. Nous ne sommes plus en vallée d'Aspe, mais dans les jeunes matins de la Russie évangélique, les cloches annoncent le début des festivités païennes. Des femmes en rousses et charnues font voler leurs cheveux autour d'hommes très pieux attachés à des poutres. Il va faire jour pendant 3 jours. Après, ce sera la chasse. Il n'y aura plus qu'un seul Dieu. Fissure, fissure, la pièce. La nuit. Village de l'Esquin. Il y a quelqu'un qui connaît bien l'Esquin ici. Toi aussi. Ah, voilà. Rue étroite, toit d'ardoise, mur épais, fontaines lavoir et abreuvoir répondent aux souterraines eaux, nos souterraines eaux, jamais taries et froides et pures et fortes. L'hôtelier de notre gîte est un des derniers Indiens de la goutte. Il continue le travail. Je pensais comme Chêne, les éditions, bref. Il continue le travail dans le secret de son étuve. Il émet des ondes. Il reçoit des montagnes les informations. Ses pensées régulent l'hiver, les isards calment les chiens, roussissent la lune. Il dit que quand ils seront partis, les colonisateurs de langue, la rivière retrouvera son vrai nom. Et les hommes, pareil. Et les femmes, pareil. Et la nuit, pareil. C'est en parlant avec les enfants de la vallée, les gardes forestiers, les pivers, les vautours, c'est en consultant mes hématomes, les granites, les étoiles, que petit à petit le paysage s'est ouvert. Le labeur continu des dénivelés, ces mètres cubes de noms, de pierres et d'animaux ont remué dans ma mémoire une sorte de couche précambrienne enfouie avec son trouble magnétique, ces tremblements souterrains qui ne remontent à la surface qu'en rêve, et laissent, dans la pensée de l'homme qui pense, de prometteuses fissures qu'on appelle peut-être impression ou lapsus. Toute tentative poétique pour rendre compte des vallées d'Ossau et des vallées d'Aspe aurait besoin pour un juste envol d'une piste de décollage, comme les allées de Béoste, avec peut-être le fin martèlement de Sandrine sur l'hirsute épilobe. Puis, elle s'étofferait avec la force du torrent, la masse brute, brutale, la forte force tellurique des pics, des monts, des crêtes, boirait dans l'eau sirupeuse du lac de Ginto, deviendrait d'aisement sur l'embarras de la cascade, pétales de pommes de pin secs et roses, scintillement soudain, appel de l'herbe, appel de l'ondée reflétée maintenant, dans l'œil d'Alain, maintenant, sur le rocher, maintenant, dans le ciel épais, au-dessus de nos têtes, prêt à fondre sur celui ou celle qui ne serait pas là, à l'écoute de la chute ou de l'animal caché. Alors la tentative deviendra un danger,
L'œil du guide au loin tournera dur à l'affût du moindre faux pas dans la forêt la piace. Sur le parterre de feuilles, il faudra sortir de la pensée brouillard, faire céder la tentative, se dire qu'on ne pourra rien dire. Elle ne va pas résister, la pensée miniature à la montagne, la pensée de l'homme qui pense. La langue va se fatiguer, je vais me fatiguer, je vais beaucoup pleurer. Le poème viendra de là, quand il n'y aura plus personne pour écrire le poème, plus personne pour être quelqu'un, quelqu'un pour quelqu'un, quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Le poème viendra de quelqu'un d'autre. Le poème viendra de toi, toi qui auras renoncé à la parole. Ainsi, endeuillée, elle va se déposer au fond, avec les organismes et les coquillages, avec les biotopes et les polypes, avec les syllabes déjà dissoutes par le dioxyde dans le récipient. Nous allons nous rencontrer, nous heurter, les plaques, les zones choc. Nous allons nous rencontrer, choc, nous chevaucher, rochers, rivières, cailloux, fissures dans les boyaux, les galeries, les couches, tout va toujours quelque part, les mots, les choses. Nous allons nous rencontrer, choc. Il y aura des saisons, des transhumances dans les articles des touristes avec des cartes, il y aura des hommes, des femmes, des bergers, il y aura des visions. Là où nous allons, nous sommes déjà. Et c'est toi qui me le dis. Et ce poème, il faudra que tu me l'apprennes. Pyrénéenne présence. La ribette. Le soleil commence au sud. Éboulis, sin, stri. Faune dans la fente, lichen. Le sac à dos queen défile. Des lignes, couche, strate, stri et maintenant le vide. Des lignes. Tout ce qui n'est pas roc, stri, strate, fente, des réseaux, des fractures, l'eau dans les faiblesses entre la cascade. Les verts et les noirs se répondent. Face aux coulures de la grande raclée raide, gel givré, raie d'encre, nous chaussons le titan. Sable fonte fusion, recèle en haut de son désir, grimpe sous ses pieds, ses solides miettes mâchées, monticules dynamiques des ruptures. Non, mais vous vous rendez compte ? Pour dire l'effet néolithique, pendru, dressé, calotte, sifflement oblique à l'angle des cassés, fendre, je dois vitesse, voyelle, faire vriller la phrase. Le problème, c'est que tout se mélange. Le basque, le latin, avec la poudre des basaltes. Les rhododendrons, c'est chouette, dit Pierre Peyté le 3 août 1825, avec l'altitude tout rétrécie. Puis, plétagé, zère. Je ramasse un serpolet, dit court sur pattes. Les doigts des minéraliers gonflent autour des quartz. Des femmes qui se foutent bien du maître et de l'idéal géographique accouchent entre l'arnica et la gentiane. Puis prennent la foudre. Yumi, cœur de ruisseau, fait téter le buisson. Elle dit « N'y a-t-il que vous, mes filles, pour mélancolie, surveiller le cours d'eau où dort la valériane ?» Stristrate, fente, filet vif, les jeunes rapides jouent. Alors j'ai fait des petites indications pour, si vous voulez le refaire chez vous. Donc là, par exemple, c'est clap, clap, jeu de salive, plus que de son. La descente va vite. Donc là, c'est fait clap, clap encore, mais en frappant cette fois la langue contre les dents, avec peut-être un soupir légèrement timbré au niveau du pharynx. Pas le temps de vite
s'émouvoir du retour des pelouses, brut, 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 la barbe, cette marche, sifflement aigu dans les éboulis. Donc, pour répondre au spécimen marmotte, ouvrir grand la mâchoire, si vous voulez essayer, ouvrir grand la mâchoire, faire remonter le quelque chose de soi qui pousse vers l'intérieur des pommettes. Faire remonter le quelque chose de soi qui pousse vers l'intérieur des pommettes. Pour sortir le son, viser le milieu haut du front. Ça fait longtemps que j'ai pas fait, j'ai oublié de m'entraîner. Marmotte. Devant le gros bloc, dolmen, bloc, erratique devenu dolmen, je pense à Pénone et cogne son orthostate d'un coup sec pour retranscrire musicalement sa masse. En haut du mont, la folie des polytechniciens flotte autour des vieux piquets. Yumi montre sa neige. J'écoute le trait tiré entre mes tempes. En bruit de fond, ma drôle de fréquence. En bruit de fond. Ah, mais sur mon site, je vais faire un site là et j'ai un bon petit bout.